Bonjour et bienvenue dans ce webinaire L'instant donné de l'Obs. L'instant donné de l'Obs, c'est un webinaire, un format qu'on a lancé l'an dernier où pendant 1 heure 30, on fait un point sur un indicateur que nous diffusons à l'Observatoire Énergie-Climat pour décrypter cet indicateur et ensuite donner la parole à des partenaires et des structures nationales pour vous présenter les différents outils, ressources pour vous accompagner sur cette thématique. Donc l'an dernier, le webinaire était sur le secteur du résidentiel et cette année, la thématique est sur les réseaux de chaleur. Et donc au programme aujourd'hui, donc nous serons avec vous jusqu'à 12h30. Nous aurons, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, une présentation de l'Observatoire Énergie-Climat des Hauts-de-France, par ma collègue Anastasia Ivanovski. Ensuite, je vous ferai un décryptage et analyse des chiffres régionaux sur les réseaux de chaleur, sur les indicateurs que nous avons produits cette année. Et ensuite, je donnerai la parole à l'Adréal Hauts-de-France, à Noémie Fradet, qui fera un point sur la planification territoriale chaleur et froid. Et ensuite, nous aurons Christophe Roger de l'ADEME qui vous présentera les différents dispositifs d'accompagnement. Nous aurons à ce moment-là une première phase de questions-réponses pour poser vos questions. Et ensuite, nous aurons une deuxième partie où nous présenterons des outils, avec la présence de France Chaleur Urbaine, qui présentera la plateforme France Chaleur Urbaine, donc par Erwan Gravé. Et ensuite, le CEREMA, Simon Bailly, qui vous présentera les outils du CEREMA en réseau mix ENR et BAT ENR. Et en fin de webinaire, notre partenaire Atmo de France nous rejoindra aussi pour nous présenter les enjeux sur la qualité de l'air des chaufferies bois. Et enfin, à la fin du webinaire, nous aurons une phase plus longue de questions-réponses à l'oral. Mais n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire, dans Zoom, vous avez un onglet Q&R qui vous permet de poser votre question. Ça permettra aux différents intervenants soit de répondre dans le chat, soit de prendre la question lors des sessions questions-réponses. Et je passe tout de suite la parole à ma collègue Anastasia. Merci Pierre, bonjour à tous. Une petite intervention très rapide pour rappeler ce qu'est le CERD et l'Observatoire Énergie-Climat. Tu peux aller à la slide suivante, merci. Donc le CERD, c'est le Centre Ressources du Développement Durable. On est un groupement d'intérêt public qui existe depuis 2001. Donc on est basé à Los-Angeles, à côté de Lens, et on couvre l'ensemble du périmètre régional. On a une présidence alternative entre l'État et la région. Dans un mois d'ailleurs, ça revient sous une présidence région. Notre mission principale, c'est d'outiller et d'accompagner les acteurs qui souhaitent accélérer les transitions dans leur territoire. Et donc les transitions au pluriel, puisque nous, on voit le développement durable de façon systémique. Et donc on essaye d'apporter outillage et accompagnement sur 5 thématiques. Donc ça va du management des transitions au nouveau modèle économique, en passant par l'alimentation durable ou encore le climat et les déchets et la matière. Les trois petits pictos en bas de la slide, c'est pour représenter nos 3 types de métiers au CERD, donc l'accompagnement collectif, la production de ressources et l'observation. Sur la slide suivante, pour vous parler un peu plus de ce qu'est l'Observatoire Énergie-Climat, donc on a été fondé par la Dynamique Climat en 2012, par le Club des 5, État, région ADEME et les 2 départements de l'ex-Nord-Pas-de-Calais. Le portage et l'animation a été confié au CERD et notre fonctionnement est basé sur des partenariats techniques avec les différents producteurs de données brutes comme Météo France, Atmo de France par exemple. On a 2 types de métiers à l'Observatoire. D'un côté, on est producteur de jeux de données sur certains indicateurs, comme ce qui va vous être présenté aujourd'hui, mais on est aussi exploiteur, si je peux le dire de cette façon, des jeux de données produits par d'autres, et donc on les exploite et on produit des messages à travers des indicateurs à relayer vers nos publics cibles. On a 3 objectifs qui sont affichés sur la slide. Donc, faciliter la mise à disposition des données de référence sur l'énergie et le climat en région, aux différents échelons géographiques. D'être un outil d'aide à la décision à travers les messages qu'on porte, mais aussi d'animer un réseau d'acteurs autour de l'observation énergie-climat. Aujourd'hui, à l'Observatoire Énergie-Climat, on est 3 personnes, donc Aurélie d'Avril, Pierre Branciard et moi-même, pour assumer notre mission comme il se doit.
Et pour finir, je vais juste vous donner quelques indicateurs de notre activité en 2025. Aujourd'hui, à date, on en est à 50 sollicitations traitées, donc des sollicitations qui peuvent être reçues par différents canaux, comme notre formulaire de contact que vous connaissez peut-être, notre boîte mail générique de l'Observatoire, mais aussi directement par téléphone, par exemple, pour demander diverses choses, que ce soit de la compréhension méthodo, de l'accès aux données ou des demandes d'intervention, par exemple. Sur notre nouveau site, on a également une rubrique d'analyse thématique et aujourd'hui, on a 6 catégories qui sont représentées, dont les réseaux de chaleur. On est également aujourd'hui à 67 structures signataires de notre charte de partenariat, qui est un engagement moral entre une structure et le CERD autour de l'observation énergie-climat. Et enfin, sur notre liste de diffusion sur laquelle on envoie ponctuellement des infos en termes d'observation, on en est à près de 160 abonnés à cette liste. Voilà pour la brève présentation et le rappel de ce qu'est le CERD et l'Observatoire. Et je laisse maintenant la main à Pierre qui va vous présenter les chiffres clés auxquels il a abouti cette année pour parler des réseaux de chaleur urbains et notamment de l'évolution du mix. Bon webinaire. Bon micro, Pierre. Merci beaucoup, Anastasia. Et donc, je vais vous présenter maintenant ces différents chiffres clés. Donc, c'est le résultat de tout un travail qui a été réalisé cette année de compilation, de traitement de données, de fiabilisation de différentes sources de données. Donc, les principales sources de données qu'on a exploitées, c'est l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid, donc le ARCF pour son acronyme, qui est réalisé par enfin, la FEDEN, la Fédération des opérateurs d'efficacité énergétique et de chaleur renouvelable. Et on a complété cette base de données avec l'inventaire des chaufferies bois de Fibois Hauts-de-France pour compléter ces données et pas mal aussi de traitements pour fiabiliser cette donnée, notamment compiler aussi un historique donc depuis 2008. Donc les indicateurs que je vais vous présenter sont à l'échelle régionale et sur notre site, ils sont aussi téléchargeables à l'échelle département et EPCI. Et donc, pour commencer ce décryptage, tout d'abord, enfin, un point de définition sur qu'est-ce qu'un réseau de chaleur. Donc, c'est un système de distribution de la chaleur, donc produite de façon centralisée et ensuite distribuée par un réseau primaire à différents logements, donc qui peuvent être collectifs, individuels. Ça peut être aussi des bâtiments publics, des bureaux, donc qui touchent finalement le secteur résidentiel, tertiaire, industrie. On distingue aussi deux types de réseaux de chaleur, donc les réseaux de chaleur dits juridiques, donc qui est un réseau qui va desservir plusieurs abonnés, donc souvent à l'échelle d'un quartier, euh, et aussi des réseaux plus petits, des réseaux techniques, qui sont des petits réseaux qui vont alimenter plusieurs bâtiments au sein du même entreprise ou organisme. Donc ça peut être par exemple une chaufferie pour un établissement scolaire qui va desservir plusieurs bâtiments. Du coup, en 2023, combien il y a de réseaux de chaleur en Hauts-de-France? Donc, on est à 98 réseaux de chaleur. Donc, il faut savoir que ce chiffre prend en compte à la fois les réseaux de chaleur juridiques et notamment ceux référencés par le ARCF, donc où on a 59 réseaux qui sont référencés par cette enquête nationale et qu'on vient compléter avec des petits réseaux, donc 38 petits réseaux euh, avec la base de données de Fibre de France. Et donc, ce nombre est en augmentation. On en comptait seulement 32 réseaux de chaleur en Haute-France en 2008. Donc, ces réseaux alimentent au minimum 3190 bâtiments en Haute-France. Des petits chiffres aussi pour comparer par rapport à la France. En France, on est à plus de 1000 réseaux et ça dessert 52 000 bâtiments qui sont raccordés à ces réseaux-là. En termes de livraison de chaleur, donc ces réseaux vont délivrer de la chaleur à différents secteurs. Donc en Haute-France, on est à 1660 gigawattheures qui ont été livrés en 2023. Par rapport à l'ensemble des réseaux de chaleur en France, ça représente 6%. Les réseaux de chaleur Hauts-de-France représentent 6% de la totalité de la chaleur délivrée par les réseaux en France. Et aussi, pour se donner un ordre de grandeur de qu'est-ce que représente 1600 gigawattheures,
Par exemple, ça représente la consommation du secteur résidentiel de grandes agglomérations en Hauts-de-France, par exemple l'agglomération de Valenciennes, de la CUD ou de d'Amiens Métropole, pour se donner un ordre de grandeur de qu'est-ce que représente 1600 gigawattheures. Et donc, du coup, comment se répartissent ces 1600 gigawattheures? Donc, ils sont délivrés principalement dans le secteur résidentiel et tertiaire. Donc, en 2023, avec 46% dans le résidentiel, 42% dans le tertiaire. Et ça dessert aussi l'industrie, donc 3%. Actuellement, on avait 8% où on n'a pas encore su distinguer si ça délivrait plutôt du secteur résidentiel ou tertiaire. Et comment évolue cette livraison de chaleur? Donc, en termes d'évolution, on voit qu'on a augmenté de plus 61% depuis 2009 d'énergie livrée. Donc, c'est plus 719 gigawattheures. Donc là, sur la courbe, en fait, on voit la livraison de chaleur corrigée des variations climatiques. C'est-à-dire pour s'affranchir si une année a été plus chaude ou plus froide, pour vraiment voir l'évolution qui est due ben, au développement de ces réseaux et pas simplement à une année plus ou moins chaude. Donc ça permet de voir vraiment l'évolution dans le développement de la livraison de ces réseaux. Un petit comparatif aussi avec la France, où en France, depuis 2014, cette livraison de chaleur a augmenté de 24%. Et si on prend la même période, en Hauts-de-France, on a augmenté de 32% sur cette chaleur livrée. Donc là, ce qu'on a regardé, c'est finalement la chaleur délivrée à l'utilisateur final. Et ce qui est intéressant à regarder maintenant, c'est bah, d'où provient euh, cette énergie, quel est le mix enfin, de l'unité de production en amont de ces réseaux de chaleur pour finalement voir notre avancée vers la décarbonation de ces réseaux. Donc, sur ce graphique, vous voyez l'évolution euh, dans le temps selon le différent mix énergétique. Et on va zoomer sur certaines années spécifiques pour voir plus en détail ce mix et son évolution. Donc, si on regarde en 2008, donc, on voit que les réseaux étaient finalement des réseaux majoritairement de gaz naturel qui représentaient donc en bleu 77%. On avait aussi une part importante d'énergie fossile, donc en gris et noir, donc 10% d'énergie fossile et 3% de charbon. Et donc le taux de NRR, donc d'énergie renouvelable et de récupération, était seulement de 10%, notamment avec la chaleur fatale industrielle, donc en violet, qui représentait 7%. Si on avance dans le temps, on voit qu'en 2012, on augmente ce taux de NRR, notamment avec l'apparition des chaufferies biomasse, donc des chaufferies bois-énergie, qui commencent à apparaître dans le mix énergétique, donc en marron avec 12%, mais qui reste ce mix dominé par le gaz naturel en bleu avec 71%. Et donc si on avance dans le temps, donc en 2020, on voit qu'on a augmenté le taux de NRR jusqu'à 40%, notamment en continuant le développement de la biomasse qui atteint 27% du mix, mais aussi en jaune avec la chaleur fatale des unités de valorisation énergétique, donc des incinérateurs dont on va récupérer l'énergie pour alimenter les réseaux. Et on voit que ça commence à apparaître dans le mix en 2020 et on va voir que ça se développe fortement juste après donc en jaune avec 9%, et donc ça permet de diminuer petit à petit le mix avec 45% de gaz naturel. L'année 2020 était aussi une année un peu exceptionnelle, donc où on voit que finalement la part des énergies fossiles a réaugmenté temporairement sur cette année-là, mais c'est du fait, bah, comme on le sait, de la crise sanitaire et on voit notamment la chaleur fatale industrielle qui a baissé temporairement cette année-là, et donc on a eu recours aux énergies fossiles sur cette année. Et enfin, donc en 2023, on atteint un taux de NR et R de 65%. Donc on va zoomer sur ce mix-là. On voit que finalement la biomasse se maintient autour de 31%. Et ce qui a vraiment permis d'augmenter ce taux de NR, c'est les unités de valorisation énergétique
avec 25% du mix. Et c'est notamment du fait du raccordement d'incinérateurs comme ALU1 avec le projet d'autoroute de la chaleur en 2020, mais pas seulement. Enfin, les différents incinérateurs des Hauts-de-France se sont raccordés dans cette période-là aux différents réseaux de chaleur, comme Flamoval en 2019, Dunkerque aussi en 2019, Maubeuge en 2021. Et on a vu que ça commençait un petit peu avant aussi 2020, c'est les deux réseaux de Douchy-les-Mines et Villers-Saint-Paul qui étaient connectés en 2016 et 2017. Donc finalement, on voit que ce changement de mix énergétique est finalement assez récent et permet d'atteindre un taux de NR&R de 65% en 2023. Et donc on est sur des taux similaires en France avec 66,3 en 2023 et 67% en 2024 sur les données qui viennent de sortir. Et donc, du coup, ce changement de mix énergétique permet finalement de décarboner ce mix, puisque en recourant à des ENR et R, donc des énergies renouvelables et de récupération, qui sont moins émettrices de, de, de gaz à effet de serre, on permet de diminuer ce qu'on appelle le contenu moyen de CO2 dans les réseaux. Et donc, on voit que sur le contenu CO2 direct, on baisse, on était à 240, donc en bleu en 2008, et on arrive à 100 grammes de CO2 par kilowattheure en moyenne dans les réseaux en Hauts-de-France en 2023. On voit aussi le contenu CO2 en ACV, donc en analyse cycle de vie, où on le voit baisser. Donc, analyse cycle de vie, c'est pour se mettre en conformité avec la RE 2020. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a des données qu'à partir de 2020. C'est une information qui est demandée dans les enquêtes de réseaux de chaleur réalisées par l'AFEDEL. Un petit mot aussi sur les réseaux de froid. Donc jusqu'à présent, je parlais que des réseaux de chaleur. Donc les réseaux de froid en Hauts-de-France sont émergents. Actuellement, il y a un réseau qui est référencé, donc basé à Amiens depuis 2022, qui délivre 1 gigawattheure de froid par an. Et ce réseau qu'on continue à grandir. Il desservait 2 bâtiments en 2022 et maintenant dessert 5 bâtiments en 2024. Et du coup, maintenant, on va faire un petit zoom sur quels sont les objectifs que le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement durable d'égalité des territoires, a défini en termes de développement de ces réseaux de chaleur. Donc, il y a un premier objectif qui est le développement des réseaux de chaleur et de froid au global, en connectant 100 000 équivalents logements supplémentaires. Donc 100 000 équivalents logements par rapport à 2012. Donc on a calculé ce nombre d'équivalents logements en 2012, qui était autour de 143 000. Et en point d'étape, en 2023, on voit on a augmenté de 64 000 logements, équivalents logements supplémentaires. Et donc, par rapport à l'objectif d'atteindre 100 000 équivalents logements en 2031, finalement, on a atteint 64% de cet objectif fixé en 2031. Il y a un deuxième objectif, donc, pour décarboner ces réseaux, c'est d'augmenter la part d'énergie renouvelable et de récupération dans les réseaux de chaleur. Et donc, cet objectif est décliné de deux manières dans le SRADET, à la fois un taux de NR&R de 66% et à la fois une augmentation en volume de faire x4 en chaleur renouvelable par rapport à 2015. Donc le chiffre de 66%, donc actuellement on a vu qu'aujourd'hui on est à 65%. Par contre, une petite limite, c'est que donc ce 66% a été défini et découle du cadre national. Et lors de l'élaboration du SRADET, il n'y avait pas aussi tout le travail de diagnostic qu'on a réalisé cette année. Et donc, la part de NR&R qui a servi d'état des lieux était un petit peu sous-estimée par rapport aux données que l'on a compilées. Et donc aussi cette part ENR et R avec les prochaines PPE et SNBC, cet objectif va être aussi rehaussé au national. Mais du coup, ce qui est intéressant à regarder, c'est aussi sur le x4, savoir est-ce qu'on a atteint cet objectif ou non. Et donc là, sur le graphe, on voit la chaleur produite d'ENR et R, d'énergie renouvelable et récupération, de 2015 à 2023. Finalement, on a multiplié cette chaleur produite par 2,5
donc de 2015 à 2023. Et donc, on est à un peu plus de la moitié de l'objectif qui est de faire x4 entre 2015 et 2031. Et donc, ça montre qu'il faut continuer les efforts de décarboner ce mix et aussi de développer ces réseaux de chaleur, et notamment en anticipation aussi des prochaines PPE et SNBC. Et donc, toutes ces chiffres que je vous ai présentés, on va pouvoir les retrouver sur notre nouveau site internet que mentionnait Anastasia. Donc, dans une rubrique analyse thématique régionale, donc il y a une thématique sur les réseaux de chaleur. Les jeux de données aussi sont téléchargeables sur notre site internet. Donc, à l'Observatoire, on réalise des indicateurs à la fois à l'échelon régional, départemental et EPCI. Et donc, les différentes données que j'ai présentées peuvent aussi être disponibles pour un EPCI en téléchargeant les données. Et le webinaire sera en replay aussi dans la rubrique ressources, donc aussi avec les autres webinaires de cette thématique-là, donc celui de l'an dernier sur le secteur résidentiel. Voilà pour ma présentation. Donc, je vais passer la parole maintenant à Noémie Fradet de l'Adréal pour nous faire un point sur la planification territoriale chaleur et froid. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, Noémie. Super. Merci. Donc, je vais vous faire un petit point très rapide sur les obligations en matière de planification chaleur et froid dans les PCAET, celles qui existent aujourd'hui, mais surtout les nouveautés à venir. Donc, d'abord, pour mémoire, je crois qu'il y a pas mal de territoires concernés dans les participants, mais je fais quand même un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas aussi familiers qu'eux sur ce que sont les PCAET. Ce sont des stratégies territoriales qui visent notamment à atténuer le changement climatique et à réduire les consommations d'énergie. Donc, on voit qu'on va parler beaucoup de consommation de chaleur et de développement des ENR thermiques. Ces stratégies, elles comprennent un diagnostic, une stratégie long terme et un plan d'action plus court terme à 6 ans. Et tous les EPCI de plus de 20 000 habitants, donc l'essentiel quand même des EPCI, sont visés par l'obligation de réaliser cette stratégie. Et il y a des points spécifiques concernant les réseaux de chaleur, avec le fait de prévoir dans le diagnostic une présentation du ou des réseaux de chaleur et une analyse des options de développement. Et dans la stratégie, une stratégie d'évolution du ou des réseaux et des définitions d'objectifs en matière de livraison d'énergie renouvelable et de récupération. Alors, la nouveauté, c'est la transposition de la directive relative à l'efficacité énergétique, la directive européenne, qui introduit le concept de plans locaux en matière de chaud et de froid, qui va venir renforcer en fait les obligations qui sont prévues dans les plans climat. Déjà pour tous les EPCI, on va préciser qu'on vise bien les réseaux de chaleur et de froid, mais surtout pour, les plus gros EPCI, c'est-à-dire tous ceux avec au moins une commune de plus de 45 000 habitants. Donc, j'ai regardé a priori, en Hauts-de-France, pour moi ça concernerait 6 territoires en PCAET. On renforce, les attendus en matière de chaleur et de froid, notamment je précise notamment parce qu'il y a d'autres choses dans le texte, mais j'ai sélectionné ce qui me paraissait le plus pertinent aujourd'hui. Au niveau du diagnostic, on va attendre, de multiples cartographies, notamment des cartographies de la production et de la consommation en matière de chaleur et de froid, mais aussi des cartographies de l'approvisionnement par vecteur en chaleur et en froid, ainsi que des cartographies des potentiels d'amélioration de cet approvisionnement, et notamment les potentiels de déploiement des réseaux de chaleur et de froid et d'énergie renouvelable et de récupération, notamment la chaleur fatale. Donc, ce que je vous présente là, c'est bien un projet de décret. Je vous présente l'état actuel du projet. Donc, évidemment, seul le contenu des textes adoptés fera foi. On a l'espoir de voir une publication en début d'année sur ce projet de décret. Et ça serait applicable pour tous les PCAET adoptés qui auraient fait une demande d'avis à partir du 1er juillet 2026, une demande d'avis sur leur projet définitif auprès de l'État et de la région. Voilà, et je précise que, il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues, notamment un guide, du ministère et du CEREMA qui sera publié juste après les textes, et des outils du CEREMA dont, le CEREMA va justement nous parler, je crois. Voilà. Merci beaucoup, Noémie, pour ce point. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Christophe Roger de l'ADEME Hauts-de-France.
Oui, bonjour à tous. Merci Pierre. Euh, donc moi j'ai 10 minutes pour vous parler un petit peu de ce qu'est l'accompagnement de l'ADEME en matière de réseau de chaleur. Je vais tout de suite partager mon écran. Hop, c'est bon pour vous? C'est Oui, bon? c'est bon, oui. Ouais. Voilà, donc effectivement c'est dans la continuité un petit peu de ce que vient de détailler Noémie. Et je vous propose donc cette présentation en trois temps. Le premier, c'est l'intérêt de la planification. Deuxièmement, c'est la façon dont on mobilise les ressources locales pour alimenter ces réseaux de chaleur. Et puis enfin, je terminerai par voilà, ce que vous connaissez peut-être déjà un petit peu, les modalités d'accompagnement de l'ADEME, notamment en matière d'études et d'investissement. Le premier temps, donc, c'est effectivement quelques rappels. Hein, certaines d'entre vous connaissent déjà un petit peu ça. On est sur des outils de service public qui relèvent de la compétence historiquement communale, mais on voit de plus en plus que cette compétence peut être transférée à des EPCI, voire quand ils existent à l'échelle départementale ou même locale, des syndicats d'énergie. Euh, mais comme je le disais, historiquement, la compétence est communale. Ce sont des infrastructures qui vont impacter les politiques locales d'aménagement, donc les plans climat dont on vient de parler, les schémas de cohérence territoriale, enfin territoriaux, et puis évidemment à l'échelle communale ou intercommunale, les plans locaux d'urbanisme. Donc, d'où l'intérêt de planifier pour ne serait-ce que adapter les documents existants. Bon, Pierre a fait un petit bilan de ce que sont les réseaux de chaleur en Hauts-de-France, donc je vous laisse parcourir les quelques chiffres. On est évidemment pas forcément en retard, mais en tout cas, on n'est pas dans les pays qui, en Europe, développent plutôt massivement ce type d'outils de distribution de la chaleur et du froid de plus en plus. Et donc, effectivement, Pierre l'a dit, hein, on est autour de 65% de taux de couverture selon l'enquête SNCU Feden. Et puis, je rappelle, mais vous vous en doutez, que ce sont des projets qui prennent du temps. Et comme par hasard, alors je ne l'ai pas fait exprès forcément, mais il y a un minimum de réflexion à mener au travers d'études. Il y a la phase réalisation au niveau des travaux, et puis bien sûr derrière le développement, sachant que ce sont des infrastructures qui sont destinées à être utilisées quand même assez longuement dans le temps. Donc tout ça doit être évidemment planifié et réfléchi. Justement, quelques illustrations par rapport à cette planification. Il y a deux échelles géographiques possibles. L'échelle territoriale, selon les collectivités que vous représentez. On parle dans ce cas-là de schéma directeur des réseaux de chaleur à l'échelle d'un territoire. Et ben, vous voyez bien que pour des considérations notamment énergétiques, de densité, à la fois de, j'allais dire, de population, en tout cas d'usagers, voire d'abonnés, euh, il n'est pas forcément possible de faire des réseaux partout. Euh, donc il faut pouvoir effectivement, à l'échelle d'un territoire, identifier les communes où le profil énergétique ou la typologie des bâtiments, donc des consommateurs, pourrait effectivement être adapté euh, à la création notamment d'un réseau de chaleur. Donc ça, c'est le premier temps de la planification. Et puis, il y a le second temps de la planification où là, on va passer à l'échelle communale, selon les communes qui auraient été identifiées dans cette approche intercommunale, pour le coup.
Et là, on est plus dans la logique projet, où là, bon, j'ai pris un exemple où il y a un réseau existant, hein, mais ça vaut pour des communes où il n'y a pas forcément de réseau. Là, il s'agit de voir très concrètement ce que peut être la réalisation du projet au travers des abonnés qui auraient été identifiés et de leurs besoins, évidemment, en termes de consommation. Alors, vous aurez compris qu'on parle de chauffage, voire d'eau chaude sanitaire. Et puis, à partir de là, de voir quel est l'intérêt énergétique du réseau et, in fine, son intérêt économique. Et puis, bien sûr, très concrètement, aborder les questions de tracé à l'échelle de la commune. Donc, on est ici, dans ce cas-là, dans un schéma directeur d'un réseau de chaleur. C'est pas parce qu'il y a des potentialités importantes à l'échelle de la commune que le réseau doit être réalisé dans sa totalité dès le début du projet. Il peut y avoir un phasage dans le développement du réseau, et c'est tout l'intérêt justement de ces réflexions qui permettent de planifier dans le temps le développement du réseau. J'évoquais la question des ressources. Jusqu'à présent, on a plutôt parlé consommation, planification, mais évidemment, quand l'intérêt d'un réseau de chaleur est démontré, eh bien, il faut pouvoir l'alimenter, si possible, par des énergies renouvelables. Et donc, c'est une démarche dont vous avez certainement entendu parler, qui devient aujourd'hui obligatoire pour accéder aux aides du Fonds Chaleur, lequel Fonds Chaleur est géré par l'ADEME, et qui s'appelle la démarche ENR Choix. Donc, sans trop rentrer dans les détails, c'est une approche progressive qui permet déjà, évidemment, c'est quand même, ça fait partie du discours de l'ADEME, de veiller à la réduction des besoins avant tout. Donc, on parle d'efficacité et de sobriété énergétique, de voir comment ces besoins peuvent être mutualisés par rapport à la production d'énergie. Et c'est là qu'on peut trouver l'intérêt du réseau de chaleur lorsqu'il existe, mais c'est aussi une mutualisation entre différents sites de consommation par la réalisation d'une seule et même unité de production. Et puis après vient tout le panel d'énergie renouvelable qui pourrait être présente à l'échelle de la commune, voire à l'échelle du territoire. Donc, d'une façon un peu hiérarchisée, il y a effectivement la possibilité de récupérer de la chaleur fatale s'il y a un tissu industriel au niveau de la commune ou du territoire. Après, il y a toutes les énergies de type géothermie et solaire, notamment solaire thermique. Alors, c'est vrai que on parlait de réseaux de froid. S'agissant du solaire thermique, c'est quand même comment dire, des productions qui ne sont pas très répandues à l'échelle des Hauts-de-France. On a une réalisation qui est en cours dans la Somme, sur la ville de Montdidier. Mais voilà, c'est quand même des équipements qui, paradoxalement, nécessitent beaucoup de foncier. Et on voit bien dans les études qu'il n'est pas évident de trouver du foncier qui permettent d'installer des capteurs solaires qui vont, in fine, contribuer à produire de l'énergie sur le réseau de chaleur. Et puis, donc, dans les dernières ressources à mobiliser, il y a la biomasse. Au passage, la biomasse, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus la nécessité de hiérarchiser la mobilisation des ressources. Bon, je rentre pas dans le détail à ce stade. Et puis, en dernier lieu, effectivement, l'aérothermie, dans la mesure où on aurait des besoins plutôt sous un régime de basse température. Voilà. Et comme je le disais, cette approche ENR Choix, qui doit être systématiquement développée dans le cadre des études, hein, que ce soit une approche territoriale, comme je l'ai montré juste avant, ou à l'échelle d'un projet, aujourd'hui est fortement recommandée. Et ces recommandations vont jusqu'à définir des scénarios alternatifs qui soient chiffrés.
dit autrement, il y a effectivement ce que sont les disponibilités de ces ressources, mais il y a aussi un regard économique à apporter par rapport à l'intérêt ou pas économiquement de ces ressources qui peuvent être mobilisées localement. Et donc, à partir de là, comment, côté ADEME, on accompagne les collectivités, les territoires sur cette filière des réseaux de chaleur? Il y a ce qu'on appelle les conseils de premier niveau. Donc, on a tout un tas de partenariats et de missions relais qui ont des compétences alors sur les réseaux de chaleur côté CEREMA. Ils vont intervenir juste après. Et puis aussi et surtout sur chacune des filières ENR par rapport à ce que j'évoquais à l'instant sur l'approche hiérarchisée dans la mobilisation des ressources. Donc c'est évidemment des structures que vous connaissez, mais que je vous invite à associer dans vos réflexions, puisque, comme vous le voyez, toutes les filières à peu près sont concernées par une structure relais qui peut vous apporter leurs connaissances et leurs compétences. Et puis donc c'est l'objet des interventions à suivre. Il y a aussi aujourd'hui pas mal d'outils qui ont été développés, France Chaleur Urbaine, CEREMA, qui vous permettent aussi de vous faire une première idée, une première approche par rapport à ce que peut être l'intérêt d'un réseau de chaleur à l'échelle d'une commune, voire d'un quartier, hein, selon la taille de la commune. Donc c'est tout à fait intéressant que de pouvoir utiliser ces outils. Et donc il y a, comme je le disais tout à l'heure aussi, une dimension financière dans l'accompagnement de l'ADEME, c'est tout ce qui relève des aides à la décision, sous-entendu les études. Donc, par rapport à ce que j'ai présenté, il y a des études de faisabilité à l'échelle des projets, il y a des schémas directeurs à l'échelle d'un territoire ou d'une commune. Voilà, tout ça est financé avec des taux de financement bon, voilà, plutôt attractifs, moyennant le respect du cahier des charges de l'ADEME. Et puis derrière, des possibilités d'aide à l'investissement qui s'organisent en j'allais dire, trois dispositifs. Peut-être un dispositif que vous connaissez localement qui est le contrat chaleur renouvelable territorial. Bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans le détail à ce stade, mais l'idée c'est de pouvoir financer des opérations qui ne seraient pas éligibles individuellement à ce que sont les critères du fonds chaleur. Donc ça, c'est le premier niveau d'accompagnement. J'ouvre la parenthèse en disant que vous voyez que toutes les filières ENR sont concernées par l'accompagnement, en tout cas par les aides à l'investissement. Un deuxième niveau qui, vous en avez les seuils d'éligibilité, notamment sur biomasse, géothermie et solaire, qui permet une aide à l'investissement selon un dispositif forfaitaire. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, quoique vous avez ici hein, le lien pour aller sur la plateforme Agir et retrouver tout ce que sont par filière les conditions d'éligibilité et ce que sont les dispositions forfaitaires pour chacune des filières ENR. Et puis, vous avez dans un troisième dispositif, bon, qui reste le fonds chaleur de toute façon, eh bien des modalités d'accompagnement qui, selon les filières, s'appuient sur des seuils un peu plus ambitieux, donc des projets un peu plus conséquents, et qui là parfois nécessitent une analyse économique, notamment des comptes d'exploitation qui sont réalisés par souvent les délégataires, en tout cas les gestionnaires de réseaux de chaleur. Voilà, je ne sais pas si j'ai pris mes 10 minutes ou plus, mais je vous remercie Parfait, de votre réponse. merci beaucoup Christophe, on est pile dans le timing. Et donc, on va faire une première phase de questions-réponses. Donc, vous pouvez soit mettre la question dans le module questions-réponses ou faire la fonctionnalité lever la main. Donc, on aura une phase de questions plus détaillée à la fin du webinaire.
mais ici, c'est surtout sur ces pré-représentations et en particulier pour Christophe Roger de l'ADEME qui devra nous quitter vers midi. Donc, si vous avez des questions en particulier pour pour poser une question à l'ADEME. Donc, vous avez la fonctionnalité lever la main dans Zoom qui permet euh, de vous manifester. Je vous donnerai les droits pour prendre une question à l'oral. Alors, pour l'instant, je vois pas de questions. J'avais vu une remarque dans le chat là sur, je ne sais plus comment c'était formulé, entre réseau de chaleur et réseau de froid. Bon, effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas forcément dissocier ce que permet un réseau de distribution d'énergie, hein, donc froid et chaleur. Mais après, physiquement, ça reste des réseaux distincts. Et c'est peut-être en ça que on les dissocie. Dit autrement, matériellement, il y a bien un réseau de chaleur et potentiellement un réseau de froid. Ouais, tout à fait. Et effectivement, dans les chiffres que j'ai présentés, donc au tout début, enfin tout le début de ma présentation était sur que les réseaux de chaleur, parce que c'est les réseaux majoritaires, et j'ai fait justement un focus sur le réseau de froid actuellement en Hauts-de-France, qui est sur Amiens. Euh, et donc pour l'instant qui représente 1 gigawattheure, mais effectivement, dans les années à venir, ça sera un indicateur qu'on suivra sur ce développement des réseaux de froid. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc Christophe devra quitter à midi, donc n'hésitez pas aussi à lui envoyer un message dans le chat ou le recontacter par la suite. Et donc maintenant, on va passer à une deuxième phase où on va, comme Christophe l'a présenté, il y a deux principaux outils pour aider au développement des réseaux de chaleur. Et je vais passer la parole à Erwan Gravé de France Chaleur Urbaine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Erwan, je travaille chez France Chaleur Urbaine et je vais vous présenter notre service. Je partage juste l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez correctement l'écran? Oui, c'est parfait. Super. Donc oui, comme ça a été dit, France Chaleur Urbaine est un service qui a pour mission d'accélérer les raccordements au réseau de chaleur. Donc c'est un service innovant qui accélère ce développement avec une centralisation et une ouverture des informations et des données. On a pour vocation de mettre en relation des demandeurs avec les gestionnaires des réseaux de chaleur et on propose un ensemble d'outils aux différentes parties prenantes, à savoir que c'est un projet qui est soutenu par une stratégie transversale de promotion des réseaux à travers le territoire. D'un point de vue rapide, côté résultat, on a aujourd'hui à peu près 30 000 visiteurs par mois sur notre site internet, dont 10 000 sur notre cartographie. Et depuis le début du lancement du projet, on a testé plus de 2 millions d'adresses pour un total d'environ 8 600 demandes de mise en contact avec un gestionnaire de réseau de chaleur. Donc globalement, cette dynamique est assez importante avec un nombre de demandes de mise en contact croissant depuis qu'on a créé France Chaleur Urbaine. Pour vous, plusieurs outils sont disponibles. Dans un premier temps, et je ferai une démonstration rapide à la fin de la présentation, on a un outil qui vous permet d'être mis en relation avec les gestionnaires des réseaux de chaleur. En fait, à partir de notre site internet, vous pouvez tester l'éligibilité d'une adresse et s'il y a éligibilité, déposer une demande de mise en contact avec le gestionnaire de réseau le plus proche. À savoir qu'il n'y a pas du tout d'obligation à lancer des travaux, que cette demande n'est pas engageante une fois qu'elle est déposée sur France Chaleur Urbaine. Vous pouvez également tester des volumes importants d'adresses pour vérifier l'éligibilité d'un parc de bâtiments à partir d'un fichier Excel sur lequel on retrouverait une liste d'adresses
il est possible de vérifier de façon dynamique, à savoir que dans le temps, cette liste est mise à jour et on vous informe si jamais des bâtiments sont éligibles à un instant T plus 1 s'ils ne l'étaient pas à un instant T. Et vous avez un espace dans lequel on vous apporte tout un tas d'informations par rapport à l'éligibilité des bâtiments de votre parc. Il est aussi possible sur France Solaire Urbaine d'accéder à une cartographie des réseaux et des potentiels, avec notamment une centralisation des réseaux existants de chaleur et de froid qui sont à la fois en service et en construction. On recense aussi les périmètres de développement prioritaires, à savoir des périmètres associés aux réseaux de chaleur qui sont classés. On peut, par réseau, obtenir des données techniques et des informations tarifaires. On retrouve des schémas directeurs, notamment pour l'Île-de-France et les Pays de la Loire. On retrouve des communes couvertes par une étude pour la création de réseaux, des zones d'opportunité pour le développement de réseaux, donc modélisées par le CEREMA, et différentes informations quant aux ENR et R mobilisables. D'un point de vue des obligations de raccordement, j'ai parlé très rapidement de réseaux classés et de périmètres de développement prioritaire. C'était important de faire un laïus sur ces réseaux qui sont classés. Il y en a plus de 500 sur le territoire, avec trois critères qui induisent le classement de ce réseau, à savoir un taux de NR supérieur à 50%, un réseau à l'équilibre financier et un comptage de la chaleur livrée possible. Une fois qu'un réseau est classé, il va y avoir des obligations de raccordement qui vont être applicables pour des bâtiments situés à proximité de ce périmètre de développement prioritaire, notamment pour tous les bâtiments neufs dont les besoins de chauffage sont supérieurs à 30 kW. Cette puissance peut évoluer selon la collectivité, ou tout bâtiment qui souhaiterait renouveler une installation de chauffage au-delà d'une certaine puissance, toujours 30 kW ou plus selon la commune. Certains critères de dérogation sont possibles, notamment pour des cas où les besoins de chaleur et de froid seraient incompatibles avec les caractéristiques techniques du réseau, notamment aussi dans le cas où une installation ne peut être alimentée par le réseau dans des délais suffisants, quand il n'est pas non plus possible de mettre en œuvre une solution qui serait alimentée par des ENR et R à un taux inférieur ou supérieur à celui du réseau classé, ou quand le coût d'installation est trop important et semble disproportionné. Hors dérogation, il peut y avoir des amendes si jamais un raccordement qui aurait dû avoir lieu n'est pas effectué. Je reviens aux outils qu'on propose. Sur France Solaire Urbaine, vous pouvez trouver une liste et filtrer les différents réseaux que l'on a recensés selon des critères personnalisés, comme vous pouvez le voir ici sur le menu à droite, avec les taux de NR, le contenu CO2 ACV, etc. Donc c'est vraiment très modulable selon les différents besoins que vous pouvez avoir. On a aussi un espace pour inciter les communes sans réseau à lancer un projet, où vous pouvez retrouver des potentiels, des zones à potentiel ou à fort potentiel selon une commune. Donc ça peut être très intéressant si jamais vous voulez obtenir ces informations-là, et vous pouvez nous recontacter si jamais vous voulez creuser davantage ce potentiel. On a également la possibilité de vous donner et mettre à disposition des outils, comme par exemple un iframe, qui vous permet d'intégrer nos outils directement sur vos sites internet. C'est notamment la cartographie et le test d'adresse qui pourraient être mis dans vos espaces, soit page d'accueil, soit espace documentation. Tout cela est bien sûr en libre accès. D'un point de vue des actions possibles à l'avenir, de notre côté, côté France Solaire Urbaine, on a la possibilité d'identifier des bâtiments raccordables parmi des parcs et de vous transmettre des informations complémentaires. Nous nous engageons en tant que tiers de confiance et on vous permet d'identifier des opportunités possibles pour que vous ayez plus
de connaissances sur les opérations de raccordement possibles sur des parcs. On a aussi vocation à vous aider dans la création d'un réseau de chaleur. On peut vous accompagner lors du processus de réflexion de cette création. Enfin, n'hésitez pas, comme c'est le cas aujourd'hui, à nous demander pour intervenir auprès de vos équipes, auprès d'un certain public, pour qu'on puisse parler des choses possibles lors de webinaires, qu'on explique quels sont les outils France Solaire Urbaine. Il n'y a aucun souci, on est là pour ça. À savoir que, il est important d'avoir en tête qu'entrer en contact avec des gestionnaires de réseau via France Chaleur Urbaine est une garantie d'accompagnement sans qu'il y ait d'obligation à lancer des travaux. C'est très important de savoir qu'on fait office de tiers de confiance, on transmet de l'information et on s'assure que vous ayez un retour sans pour autant que des demandeurs aient à lancer des travaux de raccordement par la suite. Aussi, il est important de répéter que prendre contact avec des opérateurs est la seule façon de connaître de façon certaine, de valider la faisabilité d'un projet de raccordement. Donc, malgré un test d'adresse sur notre site, il va être absolument nécessaire de faire valider un potentiel raccordement ou une faisabilité auprès du gestionnaire de réseau. À savoir, grosse nouveauté, que France Chaleur Urbaine va devenir France Chaleur Renouvelable. C'est-à-dire qu'il y a eu fusion récente entre France Chaleur Urbaine et un autre service qui s'appelait Pacupa pour vous accompagner sur tous les modes de chauffage décarbonés. Donc, on a toujours cette corde principale et cette vocation principale à accompagner sur les réseaux de chaleur. Mais sachez que dans le cas de figure, et dans le cas de figure où il n'y aurait pas de raccordement possible dans l'immédiat pour un bâtiment, demain, on pourra valoriser d'autres types de chauffage décarboné pour trouver tout de même une solution. Donc, ça vaudra sûrement le coup de faire une autre présentation lorsqu'on aura à proprement parler lancé cette nouvelle version de France Solaire Renouvelable. Il y aura quelques liens qui vous seront transmis normalement après le webinaire. Et maintenant, je vais vous faire une rapide présentation du test d'adresse, que vous ayez une vision de ce que ça induit. Est-ce que vous voyez le site France Solaire Urbaine? Oui, parfait. Super, donc là, bienvenue, vous arrivez sur la page d'accueil de notre service. Comme vous le voyez, le premier outil en fait que l'on retrouve est cet outil test d'adresse où on peut tester l'éligibilité d'une adresse. Donc, je vais tester une adresse où j'ai vécu il y a un petit moment. Voilà, donc le 16 rue Gombert à Lille. Mode de chauffage, en l'occurrence, c'était un chauffage collectif. Je vais tester cette adresse. Et là, on m'indique, bonne nouvelle, un réseau de chaleur passe à proximité immédiate de mon adresse. On a ici la cartographie et on voit qu'au bout de la rue, il y a le réseau de Lille, donc, qui est opéré par Dalkia avec un taux d'ENR de 67% et dont je pourrais aller récupérer plus d'informations ici. Voilà, voir la fiche du réseau. Et donc, que je suis dans un périmètre de développement prioritaire, à savoir que je vais être dans l'obligation de me raccorder sous couvert de non-dérogation et que si jamais mon immeuble dispose déjà d'équipements nécessaires, ce qui est le cas puisque je suis en chauffage collectif, c'est plutôt favorable. Ici, il me suffit de dire que je suis copropriétaire ou professionnel, si jamais je suis un bailleur social ou un gestionnaire de parc, et ainsi de suite, et de renseigner quelques coordonnées pour ensuite envoyer une demande. Et une fois ces informations faites, ce sont nos services France Chaleur Urbaine qui allons les transmettre à Dalkia et nous assurer que vous ayez un retour de la part de Dalkia. Donc, vous pourrez aller sur notre site, vous avez tout un tas d'éléments ici à disposition. N'hésitez pas à naviguer ou à nous contacter
Vraiment, il n'y a aucun souci. On est là pour ça. Je vais arrêter le partage. Je pense qu'on arrive à peu près au bout du temps qui m'était imparti. Bah, merci beaucoup, Erwan. Juste avant de passer la parole au CEREMA, j'ai une question pour Christophe Roger avant que tu te déconnectes si tu es toujours là. C'est Grégory Pitrel qui posait la question dans le chat si l'ADEME prévoit des financements dans le cadre du Fonds Chaleur jusqu'au 31 décembre 2025. Est-il prévu un renouvellement de ces financements en 2026 et si l'enveloppe prévue est la même? Bon, alors, euh, j'allais dire oui. Il y aura encore des moyens financiers au titre du Fonds Chaleur en 2026. Bon, je vais pas faire le couplet sur ce qui se passe en ce moment avec le vote du budget et ce que sera justement le contenu de ce budget. Donc, évidemment que je ne peux pas m'avancer ni présager de ce que peuvent être les moyens dédiés au fonds chaleur par rapport à ce qu'ils étaient l'an passé. Voilà. Néanmoins, il y aura évidemment toujours des possibilités d'accompagnement financier. Après, ce dont il faut avoir conscience, c'est que il y a beaucoup de projets, soit de création, soit d'extension, avec des gros projets aussi, et ça ne vaut pas qu'en Hauts-de-France. Et ça, c'est une façon de dire que aujourd'hui, il y a un regard assez poussé sur la qualité des projets qui sont proposés. Et ce regard qualitatif, il est également perçu au niveau national entre chaque région. Dit autrement, compte tenu du volume de projets dont on a aujourd'hui plus ou moins connaissance, compte tenu de ce que seraient les moyens budgétaires, on sait déjà qu'ils ne seront pas suffisants. Et donc, ça va créer un petit peu je vais dire, de compétition certainement entre les projets. C'est clair que les plus qualitatifs seront peut-être un petit peu plus avantagés par rapport à d'autres, que ce soit encore une fois en Hauts-de-France ou à l'échelle nationale plus globalement. Donc évidemment pas de chiffres par rapport à ce que peuvent être ce que sera le budget Fonds Chaleur l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au nombre de projets que l'on voit arriver, bon, j'ai parlé de Enerchoix, j'ai parlé un tout petit peu de la ressource biomasse. Il va falloir effectivement des projets qui justifient voilà le dimensionnement, l'efficience énergétique, enfin tout un tas de choses qui vont derrière rentrer probablement dans une logique de priorisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Christophe. Et donc, je vais passer la parole maintenant au CEREMA à Simon Bailly. Oui, bonjour à tous. Merci Pierre pour l'invitation. Et ben, je vais partager mon écran aussi. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc j'ai 15 minutes à peu près pour vous présenter les outils qu'on est en train de développer dans le cadre des plans locaux de la chaleur et du froid. Donc je vais essayer d'être concis, mais n'hésitez pas à poser des questions par la suite. Rapidement, qui nous sommes? Donc je fais partie du pôle réseau de chaleur et de froid du CEREMA. On est une petite équipe basée à la DTR Ouest à Nantes. Donc on est une équipe de 5 personnes avec une force de frappe qui est du coup un petit peu relativement limitée. On est majoritairement financé par la DGEC et l'ADEME qui nous proposent des projets pour accompagner les collectivités. Donc on a une double casquette. On a à la fois une casquette nationale et à la fois une casquette territoriale en accompagnement sur le terrain des collectivités. Et on propose également plusieurs études en lien global, on va dire, avec la partie réseau de chaleur et de froid. Tout est disponible sur un centre de ressources qui est sur notre site internet.
Au niveau du contexte, je ne reviens pas forcément dessus. La personne de l'Adréal en a parlé. Donc, notre travail actuel, il s'inscrit dans le cadre des plans chaleur et froid. On a bon espoir que le décret d'application sorte début 2026. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la DGEC et l'ADEME nous ont demandé de proposer des outils pour accompagner les collectivités et réduire leur charge de travail dans l'application de ces plans chaleur et froid. Et donc, je vais vous présenter deux outils principaux. Un outil historique qui s'appelle En Réseau, qui a été mise en ligne en 2023 et qui est complété aujourd'hui par un outil qui s'appelle BateNR. Certains doivent certainement connaître En Réseau, je vais revenir un petit peu rapidement dessus, et mettre un focus un peu plus important sur l'outil BateNR. Donc ces outils, que ce soit En Réseau ou BateNR, ils ont deux facettes, on va dire. Ils ont une facette qui est factuelle, c'est-à-dire qu'on cherche à proposer un état des lieux du territoire. Que ce soit au niveau des besoins et des consommations d'énergie des bâtiments en chaleur et en froid, que ce soit au niveau des installations de production d'énergie renouvelable thermique à l'échelle du territoire ou des réseaux de chaleur existants. Donc c'est vraiment un aspect très factuel, carte d'identité, j'ai envie de dire, et l'idée, c'est vraiment de proposer un état des lieux. La deuxième facette, c'est d'avoir une approche qui est plus prospective, c'est-à-dire d'imaginer, de scénariser et de proposer des solutions. Donc, on a une projection des besoins en chaleur et en froid à l'horizon 2050 en utilisant les scénarios qui sont fournis par l'ADEME. Et on a donc une analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables thermiques à l'échelle du bâtiment et également une analyse du potentiel de développement des réseaux de chaleur. Et la petite nouveauté également que je vais amener, c'est qu'au niveau d'un réseau, on propose désormais une simulation d'un mix énergétique pour alimenter les réseaux de chaleur. Donc voilà, retenir ces deux aspects, un aspect état des lieux et un aspect, on va dire, scénario. Scénarisation, mais scénario. Donc En Réseau, qui est un outil qui est en ligne depuis 2023, donc qui se décline en plusieurs modules cartographiques. L'objectif d'En Réseau, c'est d'identifier le potentiel de développement des réseaux de chaleur et de froid en créant ce qu'on appelle des zones d'opportunité, c'est-à-dire des zones où on a un intérêt technico-économique de développer un réseau de chaleur. Comment est-ce qu'on a fait pour ça? La donnée socle, c'est l'estimation des besoins en chaleur et en froid des bâtiments. C'est ça qui nous permet de construire les zones d'opportunité. Et donc, pour estimer ces besoins en chaleur et en froid, on a répondu à la question sur les 40 millions de bâtiments en France, quelle est la surface de ce bâtiment et quel est son usage? J'y reviendrai un petit peu plus en détail dans les slides qui suivent, mais c'était vraiment la donnée socle. Et à partir de cette donnée socle, on a été capable de créer ce qu'on appelle des zones d'opportunité. En Réseau est complété aujourd'hui, donc c'est sorti la semaine dernière, par un module complémentaire qui s'appelle MixENR. En Réseau permet vraiment de répondre à la question où est-ce qu'on peut développer des réseaux de chaleur et de froid. MixENR vient compléter un petit peu ça en répondant à la question comment est-ce qu'on peut développer ces réseaux. On reste dans la partie opportunité. On n'est pas du tout, on n'a pas vocation à rentrer dans une étude de faisable plus précise, mais on va dire que c'est une opportunité avancée. On travaille de manière plus finement. En fait, on vient modéliser la courbe énergétique du réseau de chaleur à un pas de temps horaire, ce qui nous permet de déterminer le pic de consommation et ensuite de proposer différents scénarios en dimensionnant les différents moyens de production qui sont disponibles à proximité. Donc, on se sert dans le réseau et on vient de compléter en proposant une simulation de mix énergétique. Mais j'y reviendrai par la suite aussi. Et donc, le dernier outil, c'est BateNR, qui est en train de sortir également. Et donc là, l'idée, c'était plutôt de dire, OK, on a un réseau, mais pour tous les bâtiments qu'on ne pourra jamais raccorder à un réseau de chaleur, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, l'objectif, c'est plutôt de travailler à l'échelle du bâtiment et donc d'identifier vraiment le potentiel de développement des ENR thermiques pour chaque bâtiment en France. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour ça? On part d'une base de données qui s'appelle la BDNB, donc la base de données nationale du bâtiment, qui est une base de données qui est construite par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et qui propose vraiment une carte d'identité du bâtiment. Nous, on vient co-construire cette base de données et on rajoute des critères de pertinence pour les différents ENR thermiques à l'échelle du bâtiment. Et donc, au niveau de la déclinaison et de la mise à disposition, c'est le même principe qu'en réseau, c'est-à-dire qu'on va proposer des modules cartographiques, mais on va également proposer un téléchargement de la donnée brute pour les collectivités qui seraient suffisamment outillées et qui voudraient en fait jouer directement avec la donnée à l'échelle de leur territoire. Donc voilà un peu pour le plan global. En réseau, où est-ce qu'on peut développer des réseaux de chaleur? MixENR, comment est-ce qu'on pourrait faire pour les alimenter? Et BateNR, potentiel de développement des ENR thermiques à l'échelle des bâtiments. En réseau,
Je reviens rapidement sur la méthodologie, mais on pourra vous transmettre de la documentation plus précise si besoin. Donc la donnée socle, c'est vraiment les besoins en chaleur et en froid des bâtiments, à la fois pour tous les bâtiments tertiaires et résidentiels, pas que collectifs, hein, maintenant c'est également le résidentiel individuel. Donc on vient estimer les besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire et en froid, et on propose également à la visualisation les réseaux existants et les gisements d'énergie renouvelable et de récupération. Et donc, pour la construction des zones d'opportunité, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on a pu estimer les besoins en chaleur et en froid des bâtiments, on vient calculer ce qu'on appelle une densité thermique entre chaque bâtiment. Et donc ça nous permet de déterminer les zones où il y aurait un potentiel technico-économique de développement des réseaux de chaleur. C'est les espèces de patatoïdes, on va dire vertes, que vous pouvez retrouver sur un réseau, avec une distinction entre deux types de zones. On va dire les zones à potentiel et les zones à fort potentiel. Je passe rapidement, hein, mais parce que j'ai un quart d'heure, mais voilà, n'hésitez pas ensuite à revenir vers nous ou à poser des questions. Donc, au niveau de mix ENR, on vient simuler un mix énergétique pour alimenter le réseau de chaleur. Au niveau de la méthodologie, on vient estimer la courbe de charge d'un réseau à un pas de temps horaire. Ça nous permet de déterminer le pic de consommation, de dimensionner les différents systèmes de production à proximité. Pour chacun des systèmes de production, donc que ce soit de la récupération de chaleur sur station d'épuration, du solaire thermique, de la biomasse, eh bien, en fait, on vient estimer l'énergie extractible et on vient également répartir cette énergie comme une puissance, c'est-à-dire à un pas de temps horaire. Donc, à partir de là, on peut mettre en regard d'un côté le besoin, de l'autre le productible, et donc simuler des mix énergétiques et proposer des fiches synthétiques sur les 10 000 zones d'opportunité qu'on a identifiées en France, avec des graphes classiques, on va dire, pour simuler des mix énergétiques, avec notamment des monotones, comme vous pouvez le voir. Donc pour la première partie de la méthode au niveau de la courbe de charge, cette courbe de charge, elle dépend essentiellement de deux choses. Elle dépend du secteur, résidentiel, bureau, enseignement, j'ai mis différents exemples. Et elle dépend également de la localisation géographique, ce qui nous permet d'avoir différents profils en fonction du secteur d'activité et du secteur géographique. Donc ça nous permet vraiment de modéliser la courbe de charge du réseau de chaleur. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient imaginer différents scénarios. Donc pour l'instant, on raisonne uniquement pour des scénarios monosources, c'est-à-dire qu'on vient pas mélanger pour l'instant deux types d'énergie. On prend vraiment les énergies les unes après les autres et on ajoute un appoint ENR et un appoint gaz. L'idée pour le 2026, c'est de pouvoir commencer à simuler des mix énergétiques multisources, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc on vient évaluer la puissance qui va être réellement mobilisable pour chaque source d'énergie qui est listée ci-dessous. Donc chaleur fatale, ensuite des solutions qui font intervenir des pompes à chaleur OO, bois énergie, solaire thermique. Et l'idée, c'est vraiment de voir pour une zone d'opportunité dédiée, quelle est la ressource à proximité et en travaillant plus finement à pas de temps horaire, comment est-ce que cette ressource, elle pourrait venir alimenter le réseau de chaleur et répondre aux besoins. Je prends un exemple au niveau de la cloacothermie sur step, donc c'est de la récupération de chaleur en sortie de station d'épuration. La méthodologie qu'on propose, c'est qu'on vient considérer les stations d'épuration situées à proximité de la zone d'opportunité. Si on en a plusieurs, on va retenir le gisement le plus important. Et pour dimensionner, on va faire l'hypothèse classique, on va dire, pour éviter de surdimensionner, avec le fait que la pompe à chaleur doit pouvoir venir couvrir 50% du pic de conso en tenant compte de la disponibilité du gisement. Donc au maximum, on veut couvrir 50% du pic de consommation, ce qui classiquement nous permettrait de couvrir 80% des besoins annuels. Et donc on a accès à des données pour estimer le potentiel extractible, quelle est l'énergie qu'on peut tirer de la STEP, la station d'épuration. On a notamment les débits et les températures des STEP accessibles. Et donc c'est à partir de ces données-là qu'on arrive à faire la simulation et qu'on arrive à répondre à la question, OK, est-ce que cette solution, elle serait viable pour la zone d'opportunité? Est-ce qu'elle permettrait de l'alimenter suffisamment tout au long de l'année? Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais si ça vous intéresse, ça c'est le dimensionnement, la méthodologie qu'on utilise pour le dimensionnement de la pompe à chaleur. Et donc, on obtient ce genre de résultats avec des graphes qui permettent de voir d'un coup d'œil si cette solution paraît pertinente. J'insiste sur le fait qu'on est encore sur de l'opportunité avancée. Il faudra aller beaucoup plus loin sur de la faisabilité, mais ça permet d'outiller un petit peu mieux les collectivités et notamment de pousser des scénarios qui ne sont pas forcément mis en avant d'habitude, de ne pas se limiter simplement au bois énergie et d'aller explorer d'autres choses. C'est vraiment l'objectif de cet outil. Voilà. Et donc, je passe au dernier outil qui est BAT-ENR, donc qui vient de sortir. Et là, on s'intéresse vraiment, on est vraiment à l'échelle du bâtiment et on est
potentiel énergie renouvelable thermique à l'échelle du bâtiment, en particulier pour tous les bâtiments donc, qui ne pourraient pas être raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. Donc, qu'est-ce que c'est BATE-NR? BATE-NR, c'est avant tout une carte d'identité énergétique des bâtiments qu'on donne à voir sur un outil de visualisation cartographique. Donc, je vous ferai une mini démo si j'ai le temps, mais l'idée, c'est de cliquer sur un bâtiment et vous allez avoir accès à plein de données, l'année de construction, le secteur du bâtiment, le nombre de logements, la surface, qui est-ce qui est propriétaire. On a regroupé parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre à disposition. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient alimenter cette base de données en rajoutant tout un volet énergétique. Les DPE si on les a, les estimations de besoins en chaleur et en froid qu'on a produits, les données locales de consommation de gaz si on les a, le type d'installation de chauffage, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment en un clic sur les 40 millions de bâtiments en France d'avoir une carte d'identité énergétique. Donc ça, c'était la première partie. Et je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, la partie factuelle. Et on amène une approche beaucoup plus prospective en analysant le potentiel de développement des ENR thermiques et des réseaux de chaleur, en répondant vraiment à la question pour chaque bâtiment, quelle solution ENR serait pertinente sur ce bâtiment-là? Et donc, pour répondre à cette question-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié ce qu'on a appelé des critères de faisabilité pour le développement des moyens de production ENR. Donc, je vais montrer quelques exemples, ce sera peut-être plus parlant. Par exemple, si on prend le moyen de production réseau de chaleur. Et ce qu'on vient faire, c'est que pour chaque bâtiment, on vient se poser toute une liste de questions. Est-ce que ce bâtiment il est déjà raccordé? Bon, ça c'est évident. Ou est-ce qu'il est situé à proximité d'un réseau de chaleur existant? Est-ce qu'il est situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau classé? Est-ce qu'il est dans une zone d'opportunité au sens d'un réseau? Quel est son besoin en chaleur? Quel est le type d'installation de chauffage? Et ainsi de suite. Alors évidemment, il y a des questions pour lesquelles on n'aura jamais les réponses. Peut-être qu'il y aura d'autres outils qui seront produits qui permettront d'y répondre. Mais pour l'instant, par exemple, est-ce qu'on a un local technique suffisant au niveau du bâtiment pour accueillir une sous-station d'échange thermique? Ça, pour l'instant, on n'a pas moyen de le savoir. Et du coup, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient répondre à ces questions. Et en fonction des réponses, on arrive à un critère de pertinence réseau de chaleur, c'est-à-dire est-ce que ce bâtiment il est favorable ou est-ce qu'il est non favorable pour la solution réseau de chaleur. Un autre exemple pour la géothermie sur Snap, est-ce qu'on est sur une zone où il y a un potentiel géothermal sur nappe? Est-ce qu'on peut creuser des puits géothermiques? Est-ce qu'il y a suffisamment de place sur la parcelle? De la même manière, quel est le type d'installation de chauffage? Quelle est l'énergie de chauffage? Quel est le besoin du bâtiment? Et donc, en fonction des réponses, est-ce qu'on se situe sur une zone à fort potentiel géothermique? Est-ce qu'on est sur une zone qui est éligible à la géothermie de moyenne importance? Est-ce qu'on a un besoin qui est suffisant pour que ce soit pertinent? Et avec ces réponses-là, on arrive à la conclusion, OK, géothermie sur nappe, favorable, non favorable pour ce bâtiment. Et donc, on donne à voir les résultats à travers de la data visualisation, donc à travers un outil cartographique, où en un coup d'œil, on a la possibilité de voir tous les bâtiments qui sont favorables, au sens de nos hypothèses, bien sûr, aux différentes sources de production ENR. En sachant qu'on va décliner cet outil, c'est déjà le cas, de deux manières, avec un BATE-NR qu'on appelle classique, c'est-à-dire que les conditions de faisabilité, les réponses aux questions précédentes, elles sont fixées à l'échelle nationale. On a vraiment des hypothèses figées et l'idée, c'est de donner une vue globale à l'échelle du pays. Et on a un second module qui s'appelle BATE-NR Expert qui va vous permettre en fait de remettre en jeu toutes les conditions de faisabilité. Si vous considérez que ce qui est important pour la géothermie, en fait, c'est pas forcément la GMI ou ainsi de suite, et vous allez pouvoir remettre en jeu nos hypothèses pour en fait créer vos propres critères de faisabilité. Bon, je ne reviens pas forcément là-dessus, mais c'est les deux outils, donc BATE-NR classique, hypothèse figée à l'échelle nationale, et BATE-NR Expert qui vous permet vraiment de sélectionner les bâtiments en fonction de tous les critères que vous voulez. Vous pouvez sélectionner les bâtiments qui ont un DPE C et D, enfin EFG, qui sont encore chauffés au fioul, au gaz et ainsi de suite, et vous allez avoir une vue globale à l'échelle de votre PCI ou de votre territoire, des bâtiments qui correspondent à ces critères. Donc, en guise de conclusion, donc on est en train de mettre en place une offre au CEREMA pour un accompagnement vis-à-vis des collectivités l'année prochaine pour la réalisation de ces plans chaleur et froid. C'est pas encore complètement défini, donc je rentre pas forcément dedans, mais l'idée c'est vraiment qu'on soit en appui des collectivités. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour la prise en main des outils ou potentiellement pour aller plus loin. On est en train de développer un petit peu notre offre pour la rédaction des plans chaleur et froid. Et j'en profite pour faire un peu de pub, mais donc on a un gros webinaire qu'on prépare avec l'ADGEC et l'ADEME le 29 janvier 2026, avec une partie réglementaire. Donc, il y aura la présentation du décret relatif aux plans locaux de la chaleur et du froid, et également une présentation plus complète, plus longue, donc on prévoit 2 heures,
des différents outils qui sont mis à disposition pour la réalisation de ces plans chaleur et froid, pardon. Donc, je vous invite à vous inscrire et à y participer si ça vous intéresse. Et normalement, voilà, l'Adréal serait plus pertinente que moi là-dessus, mais on a bon espoir que le décret sera paru à ce moment-là. Bon, bah, je vous partagerai le PPT et il y a tous les liens relatifs aux différents outils. Et je vous remercie. Et je ne sais pas si j'ai beaucoup dépassé, si j'ai le temps d'une petite présentation en direct. On Pierre, va peut-être passer à la présentation d'Atmo et on reviendra pas de à une souci. démo live si on a un peu de temps vers la fin. Eh Et en ben, tout cas, parfait. vous avez le lien aussi du webinaire organisé là le 29 janvier dans le chat. Et donc, Ben, merci beaucoup. on remercie Simon pour sa présentation et je vais passer maintenant la parole à Arabelle d'Atmo qui nous a rejoint. Bonjour, merci Pierre, bonjour tout le monde. Je suis venue en fin de présentation pour vous présenter un petit peu les enjeux qualité de l'air, notamment vis-à-vis des chaufferies bois. Donc, Arabelle Patron, je suis la responsable du service études d'Atmo de France, donc l'Observatoire de la qualité de l'air en région de France. Très rapidement, pour vous dire que d'un point de vue réglementaire, il y a une nouvelle directive Air qui a été signée en 2024, qui sera transposée en droit français d'ici fin 2026 pour une application à partir de 2030 où, entre autres choses, il y a un abaissement des valeurs réglementaires et notamment l'introduction d'une nouvelle valeur limite journalière pour les particules PM2,5, ce qui constitue un vrai enjeu pour la région Hauts-de-France. Si on passe à la diapo suivante, Atmo suit l'impact de la combustion de biomasse sur les particules depuis de nombreuses années, notamment d'un point de vue émissions, donc les quantités qui sont envoyées à l'atmosphère chaque année. Le secteur résidentiel, c'est le premier émetteur de particules fines en région de France. Et au sein de ce secteur résidentiel, il y a 98% des émissions de particules PM2,5 qui sont liées à la combustion de biomasse, avec comme premier émetteur surtout le bois bûche, les granulés et les bois assimilés. Ce qui fait que la combustion de biomasse en région de France, elle représente 53% des émissions de particules PM2,5, ce qui en fait le premier contributeur dans la région. Alors ça, c'était l'indicateur émission. Quand on regarde sur l'indicateur concentration, donc ce qui est respiré par la population, on a réalisé une étude sur la métropole lilloise entre 2023 et 2024. On est allé prélever quotidiennement des particules fines PM2,5 qu'on a analysées a posteriori en laboratoire. Et on a pu déterminer que la combustion de biomasse, elle constituait 16% en moyenne annuelle des concentrations de particules. Et cette contribution, elle s'élève jusqu'à 34% en période hivernale. À cette étude de caractérisation des particules, on a adjoint pour la première fois une étude de potentiel oxydant. Donc, on a exposé ces particules à une matrice pulmonaire reconstituée en laboratoire pour suivre l'impact sanitaire généré. Et il s'avère qu'avec deux tests différents, la première source de génération de stress oxydant sur les cellules pulmonaires, elle est portée par la combustion de biomasse. Il y a donc une vigilance nécessaire sur le déploiement de cette source ce moyen de chauffage et de ce type de combustible. Donc, si vous êtes intéressé par l'étude, je vous ai mis le lien sous le graphique. Si on passe à la diapo suivante, par rapport au chauffage au bois, quelles sont les recommandations? Il y a nos collègues d'Airparif qui ont publié en début d'année une étude sur les petites chaufferies biomasse pour les positionner en termes d'émissions de particules au regard de plus grands équipements ou de chauffage individuel. Mais les premières recommandations par rapport à l'utilisation, ça reste premièrement la sobriété énergétique. C'est pas spécifique à la combustion de biomasse, mais c'est bien sur l'ensemble des moyens de chauffage. Ce qu'il faut aussi s'interroger, c'est sur la pertinence du chauffage au bois, en ayant une vision globale, notamment sur l'approvisionnement, sur les ressources en bois. La question primordiale aussi, elle est liée au bon dimensionnement de l'équipement au regard des besoins. Il y a souvent des équipements qui sont surdimensionnés, alors tant en collectif qu'en individuel, et qui génèrent des fonctionnements à mi-capacité, et c'est là où on a le plus d'émissions de particules.
Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur le bon dimensionnement de l'équipement. Et puis après, une fois que cet équipement est installé, on a tout ce qui a trait à l'entretien et au réglage des paramètres. Donc, dans l'étude d'AirParif, il y a des indicateurs un peu plus poussés, notamment sur le taux d'oxygène ou encore la qualité du combustible avec des constitutions, paramètres de sodium et potassium qui viennent influencer les émissions des équipements. Et puis après, ben, c'est lié aux bonnes pratiques d'utilisation, aussi bien en collectif qu'en individuel. Mais de la même façon, on vous a mis le lien téléchargeable de l'étude d'AirParif publiée un petit peu plus tôt dans l'année. Et puis, euh, sur, euh, sur les conclusions par rapport au chauffage au bois, en synthèse, c'était de rappeler qu'il y a un impact sur la qualité de l'air, alors tant en émissions qu'en concentration. Il y a surtout un impact sanitaire qui est avéré. Il y a beaucoup d'études, notamment, qui viennent à être publiées sur le potentiel oxydant auquel nous, on a participé cette année, qui montrent que c'est une source importante de stress oxydant sur les cellules pulmonaires. Il y a une nécessité impérative de réfléchir correctement à l'investissement en intégrant l'évaluation des impacts des différents choix possibles, notamment économiques, environnementaux et sanitaires. Voilà. De bien dimensionner son équipement, de suivre évidemment les paramètres techniques une fois que l'équipement est installé, et puis la qualité du combustible, et enfin de suivre au quotidien, en tout cas sur le long terme, l'impact de nos chaufferies sur l'environnement et notamment sur la partie qualité de l'air. Voilà, je pense que c'était la dernière diapo. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette présentation un peu express pour clôturer votre matinée. Bah, merci beaucoup, Arabelle, et on va donc passer à la phase de questions-réponses. On a une première question d'Olivier Bay qui pose la question: bois ou pelé égale même rejet? Non, Je pense que c'est pour. on a des facteurs d'émission qui sont différents en fonction de la nature du type de combustible. Sur l'étude d'AirParif, on voit que les plaquettes forestières sont beaucoup plus émissives que les granulés. On peut revenir peut-être sur le graphique de la présentation. Oui, je vais repartager l'écran. Hop. C'était ce graphique-là. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il y a un mélange d'informations sur le centrale géothermique, les grandes chaufferies biomasse à plus de 50 mégawatts. Et puis, on va jusqu'au foyer fermé qui date d'avant 2005, donc Bois-Bu. Et on voit qu'on a des facteurs d'émission qui sont quand même largement différents. Et on est sur, alors en termes d'individuel, on va avoir des chaudières et poêles à granulés qui sont largement moins émissifs que des bois bûches. Par contre, voilà, sur la plaque, sur le collectif, les petites chaufferies en plaquettes forestières, elles vont l'être plus que sur les granulés. Donc, on est vraiment sur des profils différents en fonction du type d'équipement et du type de combustible. Bah, merci pour cette réponse. Et donc, du coup, on peut faire une phase de questions-réponses générales sur tout le webinaire. Donc, si vous avez des questions en particulier à France Chaleur Urbaine et au CEREMA par rapport à leur présentation, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité lever la main et on pourra vous donner la parole en direct pour poser vos questions à l'oral. S'il n'y a pas de questions, enfin, il nous reste 4 minutes, donc peut-être le CEREMA peut faire une démo rapide de ce qu'il a présenté en ligne, et comme ça, vous pouvez préparer vos questions pendant ce temps-là. Pas de souci, merci Pierre. Du coup, je vais partager. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui, c'est parfait. Donc,
En réseau, je pense que certains connaissent déjà, mais voilà. Donc, on retrouve les zones d'opportunité dont je vous ai parlé, les espèces de zones vertes. On peut également, je me suis mis sur Nantes, mais on peut également visualiser les gisements qui seraient mobilisables pour alimenter ces futurs réseaux de chaleur, donc les unités d'incinération, les UVE, les industries, les stations d'épuration, les data centers. Donc, toujours dans cette idée d'être factuel et de proposer un état des lieux du territoire. On récupère également les réseaux de chaleur et de froid existants de franche chaleur urbaine. Et on a également, alors si on zoome un peu plus, la possibilité, je vais enlever ça. Voilà, d'avoir les besoins en chaleur et en froid des bâtiments. Donc ça, c'est l'estimation en réseau. Et en cliquant dessus, eh ben, on retrouve ces informations, notamment voilà, l'estimation des besoins en chaleur, avec la déclinaison en chauffage, en eau chaude sanitaire, et ainsi de suite. Donc voilà les informations principales qu'on peut retrouver dans réseau. Et je vais les enlever parce que c'est un petit peu lourd. Et donc l'idée de Mix ENR, c'est de venir proposer, donc de simuler un mix énergétique pour l'alimentation de ces réseaux de chaleur. Et comment ça se passe? Donc c'est un outil qui est dynamique, c'est-à-dire que vous cliquez sur une zone d'opportunité et vous avez un petit bouton qui permet de simuler un mix énergétique avec Mix ENR. Vous cliquez dessus et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, ça tourne pendant quelques secondes. Et ensuite, ça vous donne accès à une analyse énergétique de la zone d'opportunité. Donc là, on se situe sur la commune de Rezé, à côté de Nantes. J'aurais dû choisir quelque chose de Hauts-de-France d'ailleurs. Et donc, on retrouve les caractéristiques de la zone d'opportunité avec voilà, la température, les apports solaires estimés qui sont des données d'entrée de notre modèle. Et ensuite, la courbe de charge du réseau de chaleur, donc la puissance qui est appelée au pas de temps horaire. On a une visualisation mensuelle qui est un petit peu plus pertinente. Et ensuite, on vient proposer différents scénarios de mix énergétique. Donc là, le scénario numéro 1, par exemple, chaleur fatale industrielle. On a une industrie à proximité. On a l'information de son gisement. Et donc, on vient proposer un mix énergétique pour voir comment la chaleur fatale elle pourrait alimenter cette zone. Donc là, on voit que on a un gisement qui est très important et on est sur une toute petite zone d'opportunité avec un faible besoin. Donc on voit que la chaleur fatale permet de tout couvrir. Un autre exemple, la cloacothermie sur steppe. Donc on est à côté d'une station d'épuration et donc on propose un autre scénario. Enfin bon, voilà. Donc ces fiches, elles sont générées vraiment de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas pré-généré 10 000 fiches à la volée. Vous cliquez sur le bouton et vous avez votre fiche qui se crée. Vous pouvez la télécharger, la visualiser. Donc ça, c'est pour en réseau. Et pour BAT-ENR, donc cette fois-ci, l'idée sur BAT-ENR classique, donc, qui est le module qui propose des hypothèses figées à l'échelle nationale, et ben, l'idée, c'est en un seul coup d'œil d'être capable de visualiser les potentiels ENR des bâtiments. Alors là, ça met du temps à se charger, évidemment, pendant la démo. Ouais, bah, ça lag, je sais pas. On est en train de faire une grosse mise à jour, donc à mon avis, c'est potentiellement lié à ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est un peu le même principe. C'est de cliquer sur un bâtiment, et quand vous cliquez sur un bâtiment, et ben, vous avez la carte d'identité énergétique dont je vous ai parlé, avec toutes les informations qui proviennent de la BVNB, donc de la base de données nationale des bâtiments, auquel on est venu agréger des données énergétiques. Donc ça, c'est pour la partie, je sais vraiment pas pourquoi ça traîne autant, mais c'est pour la partie, on va dire, hypothèse figée à l'échelle nationale France entière. Et donc, le second outil, c'est BAT-ENR Expert, qui permet vraiment de se focaliser sur un territoire et de venir sélectionner les bâtiments en fonction de vos choix. C'est-à-dire, ça permet vraiment de créer votre plan chaleur et froid selon vos besoins et selon les caractéristiques précises du territoire. Donc, vous pouvez venir, par exemple, sélectionner un EPCI, vous pouvez venir sélectionner une commune. Je vais essayer de le faire, mais du coup, si ça a traîné sur Angers... Donc voilà, donc je sélectionne par exemple la métropole d'Angers, la ville d'Angers, et j'ai des statistiques qui s'affichent, le nombre du bâtiment, les consommations, les données. On a également des données qui sont agrégées à l'échelle de l'EPCI. Et donc voilà. Et on a une visualisation cartographique qui permet de voir tout ça. Et donc avec l'ensemble des critères qui sont situés sur le panel à gauche là, et vous pouvez sélectionner par exemple tous les bâtiments qui ont un DPE, je sais pas moi, CDE par exemple. Et donc, vous avez la carte qui se met à jour en temps réel.
Donc, ça permet vraiment de filtrer les bâtiments selon vos objectifs et selon la façon dont vous envisagez au niveau des collectivités de réaliser ces plans chaleur et froid. Voilà, Bah, Pierre, en 5 merci, minutes. merci beaucoup Simon pour cette présentation. Donc on a dépassé un petit peu le temps de ce webinaire. Donc si jamais quelqu'un a une question à poser, vous pouvez lever la main. Et sinon, on vous partagera le lien du replay et les différentes présentations. Et donc vous pourrez aussi recontacter les différents intervenants. On va aussi vous partager dans le chat le formulaire d'évaluation de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'organisation de ce webinaire, si vous avez appris des choses, découvert des nouveaux outils avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, je crois qu'il n'y a pas de questions posées. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation. On remercie encore les intervenants d'aujourd'hui, donc l'Adréal Hauts-de-France, l'ADEME Hauts-de-France, le CEREMA, France Chaleur Urbaine, et donc nous-mêmes, notre équipe de l'Observatoire Énergie-Climat, d'avoir assisté à ce webinaire. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, Merci bonne Pierre. journée. Merci, Pierre. Bonne journée à tous. Merci.